messieurs, bienvenue à votre émission Les Échos de la Finance. Profitant des 52 ans de Radio-Télé Métropole, nous avons décidé de consacrer l'émission d'aujourd'hui à l'entrepreneuriat familial. TD Métropole est un très bon exemple de ce qu'est une entreprise familiale, puisque l'actuel PDG, M. Richard Widmayer, est le fils de Herbie Widmayer, qui lui-même est le fils, je ne me rappelle pas le nom du grand-père, qui a été le premier fondateur de la radio. Et ça fait 52 ans que ça dure et que Métropole a acquis la réputation que vous connaissez et dont nous sommes très fiers. Alors, pour aborder cette question, donc l'entreprise familiale, nous avons toujours recours aux lumières de notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Avant de démarrer, j'en profite pour dire joyeuse fête à Métropole. Joyeux anniversaire à Métropole, oui. Ben aujourd'hui, c'est une journée portes ouvertes et il y a beaucoup de gens. Maintenant, une entreprise familiale. D'abord, au prime abord, avant de démarrer, il faut dire qu'une entreprise familiale exige des sacrifices énormes. Et de la part des fondateurs, de la part de leurs conjoints et parfois de la part de leur famille. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une décision est prise par un entrepreneur quelconque, et quel que soit le champ dans lequel il veut s'aventurer, il a besoin d'un support familial et d'un support psychologique extrêmement profond. C'est la première chose. Est-ce que ça tient au fait que le financement de cette entreprise repose presque exclusivement sur les épaules des membres de la famille, en commençant par le chef de famille et les autres? Bon, si nous parlons de sacrifice, on parle vraiment de sacrifice mental, de sacrifice moral, où vraiment il y a beaucoup, où les entrepreneurs ne sont pas présents dans la maison, ils rentrent très tard, ils quittent très tôt, la famille est négligée, donc il y a cette complicité qui doit exister entre le fondateur et les gens qui sont autour de lui. Maintenant, s'il est seul, il a recours à ses parents, s'il n'est pas à ses parents, mais à des amis proches. C'est au niveau de l'exigence psychologique. Maintenant, au niveau de l'exigence financière. En général, les entrepreneurs en Haïti qui s'engagent à partir de leurs fonds propres. Et les fonds propres, parfois, lorsqu'ils ne suffisent pas, ils ont recours à des amis qui participent à l'actionnariat de l'entreprise. Et à partir de la fédération, si vous voulez, ils se fédèrent en 3, 4, 5 personnes, mettent ensemble les fonds nécessaires pour démarrer l'entreprise. Mais un risque énorme qui existe, c'est qu'une entreprise qui démarre à 100% de chances d'échec. 100% de chances d'échec. Donc, non, mais attendez. Et je m'explique. Non, mais 100%, ça veut dire qu'aucune entreprise n'a jamais réussi dans le monde. Non. Il dit 99%, non, je veux, mais pas 100%. Non, toutes les entreprises qu'on démarre, il y a 100% de possibilité que l'entreprise fasse faillite. Maintenant, au fur et à mesure que l'entreprise se développe, les chances de réussite de l'entreprise augmentent. Donc, ça passe de 0 à 10%, à 20%, à 30%, à 40%. Donc, ce que vous nous dites là, c'est qu'il y a tellement de risques, tellement d'aléas, tellement d'incertitudes, que le premier jour de l'existence d'une société, tout est lié contre. Tout est à risque. Tout est à risque, et donc les risques sont tellement énormes que ça correspond à 100% de chance. Absolument. Maintenant, au fur et à mesure que l'entrepreneur évolue, l'entreprise évolue, que l'entrepreneur travaille, il peut avoir le meilleur plan d'affaires qui existe. Mais les chances que l'entreprise ne réussisse pas sont énormes. Maintenant, au fur et à mesure, comme je disais, l'entreprise évolue, les chances de réussite augmentent. Donc, ça passe de 0 à 5, à 10, à 15, à 20, etc. Et après un certain nombre de temps, par exemple, plusieurs personnes vous disent qu'une entreprise qui a survécu 5 années, c'est une entreprise qui peut... Qui est appelée à durer. Qui appelle à perdurer. Maintenant, donc ça, c'est les deux premiers composantes. Il y a le composant de support psychologique qu'il faut. Il y a l'apport financier des amis, etc., pour fédérer le financement. Il y a l'idée de confronter les risques
qui existent parce qu'il y a plusieurs risques qui existent dans un business. Il y a les risques du marché, où il y a quelqu'un qui peut toujours vendre à meilleur prix que vous. Il y a les risques de l'inflation où ce que vous vendez aujourd'hui, les prix peuvent être si élevés que vous ne pouvez pas en mesure de réaliser des profits. Il y a le risque du taux d'intérêt. Si jamais vous devez payer des taux d'intérêt sur le capital qui a été avancé et pour démarrer le business, vous n'êtes pas en mesure de réaliser assez de revenus ou de gross profit pour payer les intérêts sur la dette. Donc, il y a énormément de risques vraiment dans un business. Donc, il y a aussi le risque pays. Par exemple, si vous aviez un business aujourd'hui, si vous commencez aujourd'hui un business aujourd'hui en Haïti, le risque pays est énorme. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis que en général, lorsque vous vous engagez dans une entreprise, il faut premièrement être bien capitalisé. Sinon, avec une capitalisation suffisante, adéquate, vous êtes en mesure de faire face, par exemple, à certains des risques, particulièrement les risques financiers. Ouais. Donc, ça, sans oublier les catastrophes naturelles, mais là, pour ça, au moins, il y a les assurances. Bon, les assurances jouent un rôle fondamental aussi. Oui, aussi. les assurances pour les catastrophes naturelles, ça dépend de quel pays. Par exemple, en Haïti, certaines catastrophes ne sont pas assurées. Hein? Par exemple, si vous êtes dans l'agriculture, vous allez assurer où? Vous allez vous assurer. Oui, mais ça, c'est dans tous les pays du monde. C'est ça. Oui, en fait, dans certains pays, il y a le crop insurance qui existe. Oui, non, ça existe, mais c'est une catégorie à part. C'est une catégorie à part, parce qu'il y a ce qu'on appelle le underwriting, de l'évaluation du risque que font les compagnies d'assurance pour déterminer quel niveau de risque ils vont vouloir accepter. Hein? Et en général... Oui, mais enfin, ça figure dans les contrats, mais évidemment, en général, ce genre de choses est écrit en petites lignes. Absolument. Je me souviens d'un cas particulier où, pour moi, ça revenait à être du vol à main armée, c'est fourré maintenant pour chemin. Je m'occupais d'une série d'immeubles. Un soir, tempête, il y a un arbre qui tombe et qui détruit une partie de la maison. C'était un énorme arbre qui tombe. Bon, on m'appelle à 5 heures du matin, je vais constater les dégâts, j'appelle l'assureur en lui disant, voilà, venez constater les dégâts. Et dès son arrivée, j'ai vu que ce monsieur était très distant. Oui, comme quoi... Et finalement, il a refusé de dédommager le propriétaire de la maison pour la raison suivante. Pour que, suite à une tempête, un dégât causé par une tempête, comme c'est le cas pour vous, un arbre qui tombe sur votre maison et détruit une partie de la maison. Il faut qu'un organisme d'État, donc un organisme officiel, puisse certifier que, avant que l'arbre ne tombe, le vent a soufflé à plus de 110 km/h pendant un minimum de 10 minutes. Ce n'est qu'à cette seule condition que les dommages sont couverts. C'est du vol. Bon. C'est du vol parce qu'il n'y a aucun organisme en Haïti qui mesure la vitesse du vent des tempêtes et qui puisse vous dire qu'à tel endroit, oui, je peux confirmer que pendant 10 minutes, ça a soufflé à 110 km/h. Oui, mais là, il faut dire, à l'intérieur d'une police d'assurance, les exclusions sont nombreuses. Et sans doute, c'est peut-être ce qu'on appelle les feuilles, au peigne fin. C'est peut-être écrit quelque part en dessous, là où personne ne lit. Mais même si, non mais peu importe, que cela ait été écrit dans la police d'assurance ou non, cela constitue un vol, puisque en aucun cas, les conditions que vous posez ne peuvent être respectées. Bon, je comprends, mais je comprends aussi le côté de l'assureur. Non, moi je ne comprends pas, c'est du vol. Maintenant, il faut dire, pour les assurances, il y a ce qu'on appelle les déductibles. Donc, on peut prendre une assurance pour une entreprise et les premiers 100, 200, les premiers $1000, 50 000, c'est pas couvert. Donc, c'est ce qu'on appelle la franchise. Donc, il y a vraiment toutes sortes de façons de se protéger. Mais là, ça a été 0 gourde, 0 centime. Je comprends, mais je comprends aussi l'assureur. Non. Je refuse.
Bon, alors revenons aux entreprises familiales. Donc, il y a quelqu'un dans le cours de l'histoire qui tout d'un coup se réveille avec un sentiment d'entrepreneur. Il décide de créer quelque chose, disons le grand-père de Monsieur Widmayer. Donc, il a commencé à créer une simple radio. Et puis ensuite, il y a la deuxième génération, et nous en sommes aujourd'hui à la troisième génération, toujours entreprise familiale, et toujours avec les Widmayer. Alors, quels sont... Maintenant, le grand défi des entreprises familiales, c'est la question de succession. Hein? Et c'est à travers la question de succession, si cette question est bien gérée, c'est vraiment c'est ce qui fait pérenniser l'entreprise. Hein? Et sans un plan de succession, aucune entreprise ne peut survivre. Parce après la première génération, ceux-là qui héritent des actifs de l'entreprise, en général, jouissent de l'entreprise plutôt que de faire croître l'entreprise. Oui. Maintenant, Oui. et à travers le financement, les mécanismes, il y a plusieurs mécanismes de succession qui peuvent être mis en œuvre. Hein? Un mécanisme de succession qui est souvent évoqué, qui est souvent utilisé, c'est vraiment la vente de l'entreprise. Mais la vente de l'entreprise et les propriétaires ou les entrepreneurs initiaux gardent une partie de l'actionnariat et l'entreprise est gérée par de nouveaux propriétaires et à partir du parti de l'actionnariat qui a été préservé pour les fondateurs, il y a des dividendes qui sont payés. Ça, c'est en Haïti, général, c'est ce que j'ai observé comme plan de succession pour la majeure partie des entreprises. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'une succession. Là, s'il s'agit d'une vente, ce n'est pas une succession. Non. Le but, c'est la pérennisation de l'entreprise et une garantie que le fondateur continue à tirer profit du business. Oui, mais ça, c'est à condition que celui qui a créé cette entreprise au départ, au moment où il la vend, ça signifie qu'il faut que lui garde suffisamment de capital pour avoir, disons, 50 plus 1. Bon, il n'est pas nécessairement d'avoir 50 Au plus 1. au moins une possibilité de blocage. Bon, au cas où... Non, maintenant, en général, ce qui se fait, malheureusement, ça se fait très rarement en Haïti, parce que ce que j'ai observé, les gars qui ont des entreprises et qui les vendent et qui détiennent une partie de l'entreprise, en égal, le gars qui a acheté l'entreprise les magouille. Donc, vraiment, j'ai vu ce cas. En fait, j'ai rencontré plusieurs clients en Haïti qui ont voulu me parler de la question de succession. Et avant de venir à moi, c'est ce qu'ils avaient fait. Et ils viennent à moi parce qu'ils ont été magouillés par le gars à qui ils avaient vendu leur entreprise. Oui. Hein? Oui. Ça, c'est une tentative. Oui. La deuxième tentative que nous avons, c'est que le propriétaire de l'entreprise garde le contrôle de l'entreprise, mais fait le transfert des actifs de l'entreprise à un trust. Un trust, c'est un instrument légal qui a un pouvoir qui remplit la fonction de fiducie et qui détient les actifs de l'entreprise, qui les gère et qui gère l'entreprise au profit de la famille de l'entrepreneur. Donc, à ce moment, il y a une comptabilité qui se fait de façon régulière. Il y a des audits qui se font régulièrement. Et la famille du propriétaire, le propriétaire, continue de jouir des revenus, d'une partie des revenus nets de l'entreprise. Pourquoi? Parce que à partir des revenus nets, il y a les salaires. En fait, il y a une partie du profit qui est généralement versée au gestionnaire et une partie qui revient à la famille. Hein? Ça, c'est une deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, c'est la vente des entreprises aux employés. Et ça se fait très rarement en Haïti. Pourquoi la vente des entreprises aux employés? Parce que si un gars a une entreprise, par exemple, je prends la maison Berman, pas Berman, mais plutôt... évitons de citer, les oui. noms. Ouais, évitons de citer les noms. Mais il y a une maison en Haïti qui était dans les matériaux de construction. Berman n'est pas dans les matériaux de construction, c'est pas ce que j'avais en tête. Bon, il y a une maison en Haïti qui était très forte dans les matériaux de construction. Cette maison a aujourd'hui disparu. Hein? Et ceci aussi est vrai pour plusieurs maisons dans des établissements d'affaires qui ont existé dans le pays, qui ont disparu. Maintenant, l'entreprise a existé, je crois, pendant 25 à 30 ans. Mais ceux qui faisaient fonctionner l'entreprise, c'était les employés. C'était les gestionnaires, c'était les middle managers, etc. Et au moment
au moment du décès des fondateurs, l'entreprise, les enfants ont hérité de l'entreprise et ils ont joui de l'entreprise, ils ont galvanisé. Et l'entreprise a fait faillite. Et maintenant, l'autre scénario qui aurait pu se faire, c'est que les employés qui faisaient marcher l'entreprise auraient pu, par un montage financier, devenir les propriétaires de l'entreprise et assurer la pérennité de l'entreprise. Hein? Et ceci, c'est encore une façon de... Vraiment, nous parlons de la pérennisation de l'entreprise. Maintenant, on peut aussi parler de la gestion professionnelle de l'entreprise, hein? Où l'entreprise et des gestionnaires professionnels sont engagés ou sont contractés, c'est ça? Et eux, ils ont la responsabilité de faire fonctionner l'entreprise pour le bien-être de la famille. Bon, à ce moment, les enfants ont une rente de l'entreprise et ils n'ont pas de droit de décision, mais ils ont un droit de contrôle. Un droit de regard. Un droit de regard, merci. Maintenant, il y a une chose que je veux souligner à ce point, parce qu'en Haïti, je constate que les gens confondent contrôle et règlement. Hein? Parce que les actionnaires ont un droit de contrôle, dans la mesure où l'entreprise est gérée selon les règlements. Donc, ce qu'il faut d'abord établir, c'est vraiment quels sont les règlements qui vont être mis en œuvre pour que le contrôle puisse se faire. Hein? Donc, c'est ce qu'on dirait que sous quelles conditions les gestionnaires professionnels seront-ils engagés. Maintenant, il y a encore plusieurs autres. Par exemple, je vais vous mentionner, il y a les compagnies d'assurance ont souvent une des propositions qu'elles font. Par exemple, le propriétaire détient une police d'assurance, mais la police d'assurance du propriétaire n'appartient pas au propriétaire. Il y a une différence entre celui qui détient la police d'assurance et celui qui est bénéficiaire de la police d'assurance. Oui, hein? Bien Donc, sûr. Et en général, la police d'assurance n'est pas la propriété de l'assuré, mais la propriété des bénéficiaires, parce qu'ils s'en servent après pour acheter les actions du titre, et ainsi les bénéficiaires du fondateur de l'entreprise ont maintenant accès à un capital qui remplacerait le capital ou la valeur de l'entreprise. Très bien. Okay. Maintenant, il y a encore d'autres. Il y a plusieurs autres qui existent, par exemple. Plusieurs scénarios. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le mergers. Parce qu'il y a en Haïti une entreprise dont les fondateurs n'existent plus, ou bien sont sur leur lit de mort, ou bien ne peuvent plus continuer, ou sont trop âgés. Bon, ils peuvent considérer un merger. Une fusion. Une fusion, merci. Entre une entreprise qui est dans le même champ, dans le même domaine, et qui peut-être avait été dans le passé un concurrent, mais et qui accepte de se fusionner pour assurer la pérennisation de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs autres techniques qui existent pour permettre à ce qu'une entreprise qui existe continue d'exister, parce qu'une entreprise, quand même, surtout dans un pays comme le nôtre, et dans plusieurs pays d'ailleurs, pas tout simplement comme le nôtre, ce sont les petites et moyennes entreprises qui garantissent les emplois, le plus grand nombre d'emplois dans le pays. Oui. Hein? Petites et moyennes entreprises. Donc, on a vraiment intérêt. C'est la petite et moyenne industrie, les PMI et PME. Ouais. En fait, pour faire une parenthèse, je veux dire, au Taïwan, la majeure partie des entreprises taïwanaises sont des petites et moyennes entreprises qui appartiennent à des familles. Hein? Donc, et il y a un logo, il y a un motto, c'est ça, un slogan. Ouais. Au Taïwan, qui est chaque maison est une cheminée. Dans chaque maison, il y a une petite entreprise. Et ce serait bon si en Haïti, on parvient à faire un truc pareil, parce qu'en Haïti, vu notre population, il existe à peu près 3 millions de foyers. Imaginez-vous qu'il y a 1 500 000 entreprises dans le pays, c'est-à-dire il y a 1 500 000 foyers dans lesquels on trouverait une petite entreprise. Oui, c'est ça. Il faut encourager l'esprit d'entreprise. Encore faut-il que les conditions soient favorables. Vous disiez vous-même tout à l'heure que, vu les conditions dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui, penser créer une entreprise, c'est presque de la folie. Maintenant, il y a un risque que je n'ai pas mentionné. Hein, et je pesais
si oui ou non je devrais le mentionner. Et je vais vous dire. J'ai décidé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs entreprises en Haïti, au moment du démarrage, qui sont sous-capitalisées. Hein? C'est-à-dire, si l'entreprise devrait avoir 500 000 $ pour démarrer, l'entreprise démarre avec 300 000. Hein? Mais des 300 000, il y a quand même 100 000 qui est préservé pour faire les dépenses courantes pour faire fonctionner l'entreprise. Mais ce que font les entrepreneurs, les fonds qui ont été mis à côté pour les 100 000, pour les fonds de roulement, ils s'engagent à faire quelque chose d'autre, à faire une autre entreprise avec. Et si ils ont 2 entreprises qui seront sous-capitalisées. Hein? Et ceci est arrivé à plusieurs familles dans ce pays où le gars, il avait un monopole sur un produit quelconque, de fabriquer un produit quelconque, mais au lieu d'accumuler du capital et renforcer la production et réduire ses coûts, ils s'en servent d'une partie des ventes, même pas des revenus, pour s'engager dans d'autres entreprises. Et maintenant, petit à petit, il est en train de miner ou de tuer la première entreprise. La première poule aux œufs d'or. La première poule, parce qu'il s'est engagé dans d'autres entreprises et les deux maintenant deviennent sous-capitalisés. Il n'est plus capable de résister à la concurrence, aux besoins de capitaux, aux taux d'intérêt, aux exigences même de la gestion de l'entreprise. Eh oui, ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. C'est pour ça que les gens vont à l'école pour apprendre, c'est pour ça qu'ils font des MBA, qu'ils apprennent les bases, qu'ils apprennent les erreurs à ne pas commettre et les pas, les directions qu'il faut prendre. Bon. Mais maintenant, William, quelque chose de bon, et pour revenir sur Métropole, il faut dire que depuis la fondation de Métropole, les gars qui se sont engagés à la gestion de Métropole se sont engagés à la gestion de Métropole. Vous n'allez pas les trouver dans les bric-à-brac, dans la vente de ciment. C'est vraiment... Oui, hein? Donc, oui, il faut absolument. Il faut vraiment apprendre à se concentrer sur son champ d'activité et le champ d'activité que l'on maîtrise pour au moins assurer le succès. Ouais. Et avec le succès, peut-être la diversification de l'entreprise, peut-être la diversification des actifs. Oui, mais toujours dans le même champ. Dans le même champ d'activité. Oui. Ouais. J'ai presque envie de dire dans le même champ CHANT, parce que la musique est un des éléments fondateurs de Métropole, où Herbie était un musicien remarquable, un chanteur extraordinaire. Ouais. Tous ses enfants sont des musiciens remarquables. Et je dois vous dire que Herbie m'a introduit au jazz. Ah, il a introduit Haïti au jazz. Absolument. Et pas seulement vous. Oui. À l'époque, chaque soir, de 9h à 11h ou de 10h à minuit, je m'en souviens plus. Oui. Ah oui. Oui, non, c'est absolument, oui. Bien, bon, ben écoutez, on va refermer cette page. Comme je le disais, nous avons profité de l'anniversaire de Métropole pour introduire cette question de l'entreprise familiale et de l'entrepreneuriat familial en général, avec toutes les possibilités que nous avons vues. Peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que ça va vous pousser, vous aussi, à prendre votre bâton d'entrepreneur. Et oui, un dernier mot? Si toutefois quelqu'un qui a une entreprise familiale voulait me rencontrer pour en discuter de la succession, ils peuvent contacter Métropole et Métropole fera le nécessaire. Magnifique. Voilà. Eh bien, bonne note est prise. Et bonne semaine et à la prochaine.